Il est absolument partout, dans nos téléphones, dans les satellites qui nous survolent, au cœur des superordinateurs. C'est un peu le héros méconnu de notre monde moderne. Une invention si petite qu'elle est invisible à l'œil nu, mais tellement puissante qu'elle a, littéralement, tout changé. Aujourd'hui, on plonge au cœur du transistor bipolaire. Allez, on commence avec une petite devinette. Quel est le lien secret, le point commun entre le smartphone qu'on a dans la main, un satellite en orbite et un énorme superordinateur? La réponse est assez surprenante parce qu'elle se cache à une échelle qu'on a du mal à imaginer. Et la voilà, la réponse. C'est aussi simple que vertigineux. Au cœur de toutes ces machines, il y a des milliards, oui, des milliards de minuscules interrupteurs. Bon, évidemment pas des interrupteurs mécaniques, mais des commutateurs microscopiques qui sont en fait les véritables neurones de notre ère numérique. Et ce héros méconnu, cet interrupteur quasi invisible, il porte un nom qu'on a tous déjà entendu, mais sans forcément toujours saisir toute la magie qu'il y a derrière, le transistor. Alors, le transistor, c'est un composant à semi-conducteur, inventé en 1948 dans les fameux Bell Labs. Pour faire simple, il faut vraiment le voir comme la brique de Lego fondamentale, celle avec laquelle on a construit absolument tout notre monde numérique. Bon, mais comment ça marche, cette petite merveille? Oublions l'électronique juste un instant et pensons à quelque chose de beaucoup plus simple, une vanne d'eau. C'est vraiment la clé pour tout comprendre. C'est exactement ça. Pensez à une grosse vanne. Un petit tour de poignet suffit à contrôler un énorme débit d'eau, n'est-ce pas? Eh bien, un transistor, c'est pareil. Il utilise un tout petit courant d'entrée pour maîtriser un courant de sortie beaucoup plus grand. C'est ça le secret, le contrôle, l'amplification. Faisons le parallèle. Le petit effort qu'on met dans la poignée de la vanne, ça, c'est notre courant de base, qu'on appelle IB. Et l'énorme débit d'eau qui en sort, c'est notre courant de collecteur, ou IC. L'idée est là, un tout petit signal d'entrée sur la base permet de contrôler un très grand signal de sortie au collecteur. Ce phénomène incroyable, il a même un nom, c'est l'effet transistor. Et c'est cette capacité à démultiplier la force d'un signal qui est vraiment à la base de toute l'électronique moderne. Ok, maintenant qu'on a l'idée générale, il est temps de zoomer un peu, de voir comment cette vanne magique est fabriquée à l'intérieur. À l'intérieur d'un transistor, disons un type NPN, on a 3 couches. D'abord, l'émetteur, c'est la source des électrons, un peu comme le réservoir d'eau. Ensuite, le collecteur, c'est lui qui les récupère, comme l'extrémité du tuyau. Et entre les deux, on a la pièce maîtresse, la base. C'est notre fameuse vanne, et son grand secret, c'est qu'elle est incroyablement fine. Alors, comment ça se passe concrètement? Imaginez que l'émetteur envoie un flot massif d'électrons en direction de la base. Mais comme la base est super fine, seule une toute petite partie de ces électrons réussit à s'en échapper. Ça, c'est notre petit courant de contrôle, l'IB. Pendant ce temps, le collecteur, lui, agit comme un aimant super puissant. Il va aspirer la quasi-totalité des électrons à travers la base. Et voilà, on obtient notre grand courant de sortie, l'IC. Cette capacité à contrôler un gros courant avec un tout petit, ça donne au transistor son premier super pouvoir, l'amplification. L'amplification, c'est exactement ça. Pensez au signal minuscule qui arrive sur une antenne radio. Le transistor le capte et hop, il le transforme en un son puissant dans des écouteurs. En gros, il transforme un murmure en un cri, mais sans jamais déformer le message. Et cette relation, elle a même une formule toute simple. Le grand courant de sortie, IC, est égal au petit courant d'entrée, IB, multiplié par un facteur qu'on appelle bêta. Ce bêta, c'est tout simplement le facteur de puissance du transistor. Plus il est grand, plus le transistor est un bon amplificateur. Et attention, ce gain, c'est pas juste symbolique. Le bêta d'un transistor peut varier de 10 à plus de 500. Il faut imaginer, pour chaque électron qui passe par la petite porte de la base, on peut en avoir jusqu'à 500 qui déferlent par la grande porte du collecteur. C'est juste une amplification colossale à cette échelle. Allez, on passe au deuxième super pouvoir. Et c'est celui qui a rendu possible toute l'informatique qu'on connaît. J'ai nommé la commutation. Si on pousse l'analogie de la vanne jusqu'au bout, que se passe-t-il si on la ferme complètement? Le débit s'arrête. Et si on l'ouvre à fond? Le débit est maximal. Eh bien, le transistor fait exactement la même chose, mais à une vitesse qui dépasse l'entendement. Il peut passer de complètement fermé à complètement ouvert des milliards de fois par seconde. Et c'est précisément ici que le monde numérique est né. S'il n'y a pas de courant de base, le transistor est bloqué. C'est un off. On décide que ça, c'est un 0. Si, au contraire, on applique un courant, le transistor est ouvert. Il est on. Ça, c'est un 1. Et voilà. Des 0 et des 1. Tout le langage de nos ordinateurs repose sur cet interrupteur parfait. Et c'est en orchestrant une symphonie de milliards et de milliards de ces interrupteurs que l'on a bâti la révolution numérique. Le chemin parcouru est juste incroyable. D'une seule invention un peu fragile en 1948, on est passé au premier circuit intégré dans les années 60.
Et aujourd'hui, grâce à une miniaturisation de folie, on arrive à graver des milliards de ces vannes microscopiques sur une puce qui n'est pas plus grande qu'un ongle. Alors la prochaine fois qu'on allume un écran ou qu'on écoute de la musique, il faut se souvenir de ça. Chaque pixel qui s'allume, chaque son qui sort, chaque calcul qui se fait, c'est le résultat d'un balai incessant de milliards de ces minuscules vannes qui s'ouvrent et se ferment à des vitesses qui défient l'imagination. Le transistor a bâti notre monde en nous apprenant à contrôler le flux des électrons. Du coup, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Après les électrons, quel sera le prochain flux que l'humanité apprendra à maîtriser à l'échelle microscopique pour construire le monde de demain ? La réponse, elle, reste encore à écrire.